Un plaisir de vous retrouver fidèle au rendez-vous du Journal du Soir. Voici les titres. Chaque année, le 24 octobre est la journée mondiale consacrée à la lutte contre la poliomyélite. Si ces 30 dernières années, l'incidence de cette maladie a été réduite de 99%, le travail d'éradication n'est pas encore terminé. Détail à suivre. Et puis, aujourd'hui, on célèbre aussi la journée mondiale d'information sur le développement, une journée qui interpelle sur les problèmes du développement et la nécessité d'intensifier la coopération internationale. Enfin, sucré et collant, le miel est un nectar récolté par les abeilles, un aliment sain et naturel très apprécié, mais aussi un intrant important dans la culture, dans la production de plusieurs autres produits. Je l'annonçais dans les titres, l'incidence de la poliomyélite a été réduite de 99% durant ces 30 dernières années. Malheureusement, des cas isolés persistent encore dans certaines régions où elle était supposée avoir disparu, ce qui implique aujourd'hui que de nombreux efforts restent à faire. Aujourd'hui, 24 octobre, journée mondiale de lutte contre la poliomyélite, Alexandra Djoton revient sur ce fléau qui paralyse encore des milliers d'enfants chaque année. La poliomyélite est une maladie provoquée par un virus, le poliovirus qui envahit le système nerveux et qui peut entraîner en quelques heures des paralysies irréversibles. Elle affecte principalement les enfants de moins de 5 ans. Il n'y a pas de traitement contre cette maladie, mais elle peut être prévenue grâce à des vaccins. Au début des années 1990, la poliomyélite touchait 350 000 personnes par an dans 125 pays. Elle était encore une des maladies les plus redoutées, paralysant des milliers d'enfants tous les ans et provoquant de nombreux décès. Depuis cette époque, les campagnes de vaccination ont permis de faire reculer le fléau et on observe un déclin rapide. De nombreuses zones de la planète sont débarrassées presque complètement de la maladie. 3 pays constituent encore des foyers de résistance à la polio. Il s'agit du Nigeria, du Pakistan et de l'Afghanistan. Le nombre de cas de polio a été réduit de 99% dans le monde. Cependant, tant que la polio ne sera pas complètement éradiquée, le risque de résurgence planera toujours sur les populations insuffisamment protégées en raison de l'absence de vaccination de routine nécessaire. En 2020, près de 70% des pays interrogés par l'OMS ont déclaré que les programmes de vaccination de routine, y compris contre la polio, avaient été perturbés par la pandémie de Covid-19. Un an plus tard, environ 40% de ces pays ont encore signalé une perturbation de leur programme de vaccination. Cela inclut certains pays en développement où les niveaux de vaccination contre la polio et d'autres maladies infantiles étaient toujours précaires avant la pandémie. Autant de situations qui ne restent pas sans effet sur la maladie. Une augmentation du nombre de cas de polio paralytique est signalée dans plusieurs pays à travers le monde. Et ce 24 octobre, c'est aussi l'anniversaire, le jour anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies. C'était en 1945, 76 ans au cours desquels cette organisation mondiale œuvre pour la préservation des générations futures du fléau de la guerre. C'est aussi l'occasion de réaffirmer la foi des pays membres envers les droits fondamentaux de l'homme, de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de vie. Cet anniversaire est marqué par la crise sanitaire mondiale sans précédent qui a eu et qui continue d'avoir de graves répercussions économiques et sociales. Et alors que le monde commence à se remettre progressivement de la pandémie du Covid-19, cette journée représente un appel à renforcer la coopération internationale dans l'intérêt des nations et des peuples pour un avenir plus pacifique et plus prospère pour tous.
Et on reste avec les Nations Unies pour dire que l'amélioration de la diffusion d'informations et la mobilisation de l'opinion publique, notamment de la jeunesse, est un facteur important pour une meilleure prise de conscience des problèmes du développement. En tout cas, c'est le sens que revêt la Journée mondiale d'information sur le développement, célébrée également aujourd'hui, 24 octobre, afin d'intensifier la coopération internationale. L'information, un mot devenu aujourd'hui la clé du progrès et de la prospérité. Dans un contexte de mondialisation, les technologies de l'information et des communications TIC représentent un véritable potentiel pour la réalisation des objectifs de développement durable. Pour le règlement des problèmes de développement, les TIC ouvrent des perspectives nouvelles. Elles peuvent favoriser entre autres la croissance économique, la compétitivité, l'accès à l'information et au savoir, l'élimination de la pauvreté et l'inclusion sociale. Des perspectives qui contribueront à accélérer l'intégration de tous les pays dans l'économie mondiale, surtout les pays en voie de développement. Ces dernières années, des progrès considérables ont été accomplis dans l'accès aux technologies de l'information et des communications. La progression de l'accès à Internet touche désormais plus du quart de la population mondiale. Le nombre de propriétaires de téléphones s'est multiplié et plus de sites multilingues et de contenus sont désormais disponibles. Aussi, le rôle que peuvent jouer les technologies modernes de l'information telles que Internet et les téléphones mobiles est-il devenu indéniable pour alerter les gens et trouver des solutions aux problèmes du commerce et du développement. Cependant, la fracture numérique qui sépare surtout les pays en voie de développement est préoccupante. Cette fracture a des répercussions sur de nombreuses applications pertinentes d'un point de vue économique et social dans des domaines comme la gouvernance, le commerce, la santé et l'éducation. Il reste nécessaire de réduire la fracture numérique et de faire en sorte que les bienfaits des nouvelles technologies, surtout de l'information et des communications, s'offrent à tous. L'ONU appelle à l'amélioration de la diffusion d'informations et la mobilisation de l'opinion publique, notamment la jeunesse, pour une meilleure prise de conscience des problèmes généraux du développement, favorisant ainsi l'accroissement nécessaire des efforts en matière de coopération internationale. Il est parfois désigné comme le mets des dieux. C'est le miel, un nectar d'une couleur blonde sucrée obtenu grâce à l'abeille. Au regard de ses caractéristiques, il est très prisé sur le marché national et international. Mais au-delà d'être un substitut du sucre industriel et de ses propriétés médicinales, le miel entre aussi dans le cycle de production de bien d'autres produits. Un spécialiste en agroalimentaire nous en parle. Le miel, c'est un produit qui est vraiment extraordinaire parce qu'il dégage vraiment beaucoup de saveurs et d'identité. Donc je l'utilise essentiellement dans un cake, un gâteau qu'on appelle le pain d'épices. J'utilise aussi dans les vinaigres en décoction. Ça donne vraiment aussi une saveur très intéressante dans les vinaigres aromatiques. Je l'utilise également dans des tartinades sucrées, notamment le caramiel aux cacahuètes salées, qui a beaucoup de succès. Voilà, en application culinaire, c'est comme ça que je le décline. Le miel est très intéressant aussi en cosmétique. Le miel, la cire d'abeille également. Ils ont des vertus très intéressantes en application pour des produits pour le visage, avec des vertus anti-taches. On peut utiliser également la cire d'abeille pour des sticks pour les lèvres, voilà, notamment. Le miel béninois est vraiment intéressant. En fait, on a des miels béninois, c'est ça qui est intéressant. Des miels monofloraux, on en a, je dirais peut-être plus d'une dizaine. On a aussi donc des miels, j'allais dire, qui se caractérisent avec des couleurs, des textures, avec des saveurs très différentes et très typiques de chaque fleur à partir desquelles ils sont produits. Bon, je pense que c'est intéressant de bien organiser la filière, mais surtout que le consommateur puisse s'y retrouver avec les différentes caractéristiques de miel qui existent et qui puisse acheter un miel qui est passé par un laboratoire et qui est vraiment certifié comme étant un miel et non pas quelque chose de trafiqué.
Parlons santé à présent et plus précisément de ce phénomène naturel marqué par la disparition des règles chez les femmes. Communément appelée la ménopause, elle survient généralement autour de 50 ans et constitue une expérience propre à chaque femme. Les détails dans cet élément. Phénomène naturel chez la femme, elle demeure leur plus grande peur. Le passage à la ménopause décèle certaines craintes, car souvent considérée comme une calamité ou une maladie. La ménopause, c'est une étape de vieillissement physiologique dans la vie de la femme. Et cette étape est caractérisée par un ensemble de modifications, de changements que la femme aura à constater sur son organisme. Elle intervient chez les femmes dont l'âge est compris entre 45 et 55 ans. L'arrêt de production d'oestrogènes et de progestérone s'accompagne de symptômes que l'on appelle troubles du climatério. Ces symptômes sont variables d'une femme à une autre. Les symptômes les plus courants que nous avons régulièrement comme motif de consultation, il y a des épisodes de transpiration excessive qui s'alternent avec les bouffées de chaleur. Il y a la nervosité, le stress qui augmente. Il faut reconnaître également que suite à ces modifications hormonales, la femme dans cette période est susceptible de développer plusieurs pathologies liées à d'autres organes tels que sur le plan cardiovasculaire. Il y a certaines substances qu'elle aura en manque, comme par exemple la chute du taux de calcium. Il n'existe pas de traitement à proprement parler pour ce phénomène. En revanche, des solutions existent pour atténuer les symptômes. La femme est exposée à plusieurs facteurs de risque. Déjà, au plan psychologique, il faut que la femme comprenne que c'est une étape physiologique, ce n'est pas la fin de la féminité. Toutes les modifications que la femme constate en cette période, on peut, quand elle est bien encadrée, on peut retarder la survenue de ces modifications-là, que ce soit par des soins d'entretien, que ce soit par des médicaments, que ce soit par des exercices physiques pour l'entretien corporel. Donc il y a tout un arsenal de choses qu'on peut utiliser pour permettre à la femme de toujours bien se valoriser pendant cette période, même après la ménopause. La ménopause est encore un sujet tabou dans nos sociétés. Elle n'est pas un drame. Bien vivre sa ménopause dépend du corps, de la tête et de l'environnement. Et hors de nos frontières à présent, en Tunisie, le cancer du sein est le premier cancer dont sont victimes aujourd'hui les femmes dans ce pays. Tenez, 3500 nouveaux cas sont recensés chaque année et 700 de ces nouveaux cas ne s'en sortent pas et décèdent malgré des campagnes de sensibilisation de plus en plus nombreuses. Suivons ce reportage de nos confrères de France 24. Au lever du soleil, ce train prend la route du nord de la Tunisie pour dépister le cancer du sein chez les femmes rurales. On va faire ici l'examen clinique des femmes et en cas de suspicion de cancer du sein, on passera au dépistage par l'échographie mammaire. Ce wagon aménagé pour l'occasion sert de clinique mobile dans chaque station où le train s'arrête pendant 2 heures, un service gratuit. Pas une caravane de dépistage, mais pour les cas suspects, on va les suivre. Pour les femmes qui n'ont pas les moyens, on va les aider pour leur prise en charge dans le secteur privé et secteur public. Une fois arrivée à la gare d'El Fars, à 60 km de Tunis, la salle d'attente est vite remplie. Certaines viennent pour la première fois faire un dépistage. C'est bien cette campagne pour des gens comme moi qui n'ont pas les moyens de se faire soigner. Le dépistage n'est pas une préoccupation prioritaire dans des milieux ruraux et défavorisés. Un manque de moyens et de sensibilisation qui font que souvent le dépistage est trop tardif, selon le ministre de la Santé présent lors de l'opération. Le problème que nous rencontrons, c'est que les femmes tunisiennes ne viennent pas se faire dépister à un stade précoce de la tumeur. Quand elles arrivent, souvent la tumeur a déjà atteint 3 cm de diamètre.
Pour les spécialistes, ce retard est aussi lié à une particularité tunisienne, le rajeunissement de la population touchée par ce cancer. La moyenne d'âge est de 10 ans plus jeune qu'en Europe. Là, on en voit de plus en plus qui ont la trentaine, qui sont fraîchement mariés, qui cherchent à avoir des gosses et qui se retrouvent avec une boule ou qui se font diagnostiquer un cancer du sein. On pourrait éventuellement rapporter ça au changement de régime alimentaire et de mode de vie qui devient moins sain, entre guillemets. Près de 45% des cas surviennent avant 50 ans en Tunisie, selon une étude. Une raison pour multiplier les dépistages précoces, tout au long d'Octobre Rose. Merci pour votre aimable attention. Vous pouvez retrouver ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et bonne fin de journée.